Bonjour à tous, on se retrouve donc pour le Collabs, une nouvelle vidéo, donc encore une fois vous me retrouvez, j'espère que vous en avez pas marre de me voir. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de faire une troisième introduction à Rust, hein. Là on passe sur des trucs un peu plus élevés. Ce que j'aime bien avec Rust, c'est qu'on aborde plein de sujets, on a encore plein de sujets à aborder ensemble, donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter si ça vous plaît encore une fois ou de liker les vidéos. Donc, dans cette introduction numéro 3, qu'est-ce qu'on va voir en Rust? La dernière fois, je vous ai dit que dans le premier épisode, Rust pouvait faire de la PO, donc de la programmation orientée objet. Okay, le truc, c'est quoi? C'est que je vous ai dit que c'était un peu particulier en Rust, et c'est le cas. C'est-à-dire que dans Rust, vous n'allez pas pouvoir faire de la PO de manière classique. Je vous explique. Pour ceux qui ont un peu de mal avec la PO, le principe de base, c'est de dire je prends des objets existants pour la meilleure compréhension humaine et je les traduis en code. Typiquement, si je dis, bah voilà, j'ai une clé, d'accord? Cette clé-là, ça va être un objet. Okay, ma table sera un objet, moi je serai un objet, et en fait ça a été fait pour la meilleure compréhension humaine. Typiquement, j'ai plusieurs chiens, je vais faire une classe dogs, et je vais instancier plusieurs objets de cette classe, d'accord, pour dire bah, dog numéro 1, dog numéro 2, dog numéro 3, et ainsi de suite. En Rust, ils sont partis sur le fait de se dire que la PO, tout le monde n'était pas d'accord sur ce qui était défini en PO. Est-ce que c'est le fait d'avoir en fait un type en particulier qui a des fonctions qui lui sont associées, qu'on appelle méthode, ou est-ce que c'est le fait d'avoir de l'héritage? La plupart s'accordent pour dire que c'est les deux. Donc, si on prend vraiment le principe de base de Rust, on n'a pas vraiment d'héritage, mais on le reverra par la suite. Ce que je vous propose, c'est déjà de voir le sommaire de cette vidéo. Alors, on va parler de Rust et la PO, bien entendu. On va parler des structures qui sont, au sens de Rust, le principe un peu d'objet. Il faut savoir que Rust n'utilise jamais le mot-clé objet dans leur documentation, parce qu'ils ne considèrent que ce ne sont pas des objets, parce qu'ils s'éloignent de ce qu'on entend d'habitude par de la programmation orientée objet. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va avoir en fait les mots-clés, donc structure, le mot-clé implémentation, on va avoir l'héritage avec Rust, et enfin on conclura, cette vidéo elle est très orientée code, d'accord? On aura un peu de théorie, on va discuter, blablater un petit peu au départ pour dire ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Mais il y aura beaucoup de code, d'accord? Encore une fois, c'est des vidéos qui sont assez courtes, le but c'est que vous appréciez la vidéo. Donc, Rust et la PO, comme je vous l'ai dit, Rust n'est pas d'accord avec la vision de la PO et surtout ne sont pas d'accord avec certains principes, notamment le principe d'héritage qui leur pose vraiment problème. Pourquoi? En héritage, dans la programmation classique, par exemple en C, en C++, en C Sharp, en Python, quand on hérite d'une classe, c'est ce qu'on appelle une classe parente et une classe enfant. D'accord? Typiquement, j'ai une classe bâtiment et une classe maison qui hérite de bâtiment. Pourquoi? Parce que ma maison est un bâtiment. D'accord? Et je vais pouvoir avoir une classe qui hérite de bâtiment qui est immeuble, une classe qui hérite de bâtiment qui est par exemple penthouse, etc. Le problème de l'héritage, c'est qu'à chaque fois qu'on fait de l'héritage, on hérite de tout, c'est-à-dire de l'ensemble des méthodes de la classe parente. La classe parente, dans mon exemple ici, ça serait directement bâtiment. D'accord? Et la classe enfant, ça serait maison. Le gros problème de ça, c'est quoi? C'est que parfois, on n'a pas forcément envie d'hériter de tout, de la classe parente. On n'a pas forcément envie de réimplémenter tout non plus, d'accord? Et ça, c'était un problème pour Rust. Rust le dit même dans sa documentation, c'était un problème en leur sens. Donc ils sont partis du postulat de se dire que quoi qu'il se passe, les utilisateurs devaient pouvoir créer leur propre type de variable. Et c'est le point qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle des structures. En C, c'est pas un langage orienté objet, le C, et on peut déjà créer notre propre type de variable. Rust reprend simplement le même principe sur la base. On verra après qu'il a eu des petites indications, l'intelligence en fait de se dire qu'il allait rajouter des suppléments sur ça. Donc, les structures en Rust, qu'est-ce que c'est? Ce que je vous propose, c'est directement passer sur du code. Donc, on va aller dans mon dossier démo 1. Ouais, on voit bien mon terminal, c'est plutôt cool. Je le remets en gros, voilà. Et dedans, donc, comme la dernière fois, on a vu Cargo. Et donc là, j'ai juste fait Cargo New Demo 1, ce qui m'a créé un dossier avec src, target et cargo.tolm. Mais ça, on ne revient pas dessus, on y est passé dessus la dernière fois. Et donc là, je vais faire un code.slash, ce qui va m'ouvrir dans mon VS Code. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Dans src, on a simplement un main.rc et je vais vous montrer le principe de structure. Alors,
Comment on crée une structure en Rust? Très très simple. On va écrire le mot-clé struct, d'accord? On va lui donner un nom. Donc là, user. Pour tous ceux qui ont déjà fait des API, ça devrait vous parler. D'accord? C'est comme une classe user, sauf que là, c'est une structure. Et une structure n'a pas de méthode implémentée. Okay, on a juste un type en part entière qu'on va nommer user là actuellement. Et à l'intérieur, on va avoir en fait des champs. D'accord? Ces champs, ce sont différentes variables qui sont intégrées dans le type user. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir name, qui représente une string, le nom de mon utilisateur, son password, un booléen qui signifie s'il est actif ou non, d'accord? Et un singing count qui dit combien de fois il s'est connecté. OK. On verra après la structure rectangle, on repassera dessus par la suite. Ok, du coup, tac, on va juste commenter tout ça. Ça sera pour la suite. Tac, ok, parfait. Donc, comment je déclare ma structure? Ici, je l'ai déclaré, d'accord, mais comment je l'utilise? Dans un langage de programmation autre, on dirait que j'instancie ma classe, d'accord, pour faire un objet. Sauf qu'on se rappelle, en Rust, on ne considère pas que c'est un objet, encore une fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une variable, letUser1, d'accord? Je vais lui mettre le type user, parce que maintenant, c'est un type à part entière. Et ce type-là, en fait, je vais lui dire égal user, donc égal ma nouvelle structure. C'est comme si je faisais new quelque chose dans un autre langage. Et à l'intérieur, je vais simplement définir chaque champ. Donc là, on voit que en name, j'ai défini Kevin. En password, j'ai simplement défini password. En active, j'ai défini true. Et en singing count, j'ai mis 3. Alors, si on veut être logique, on va mettre 1. C'est simplement pour un exemple qui suit. D'accord? Derrière, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement faire println. Mon user1 s'appelle. Je mets user1.name pour y accéder. D'accord? Pour accéder à un champ de ma structure, je vais mettre user1.name. Et ici, pareil, je vais mettre user1.singingCount pour voir combien de fois il s'est connecté. OK? Si j'exécute ce code, on se rappelle en Rust, c'est très simple d'exécuter du code avec cargo. Je vais simplement faire un cargo run. Bon, bien entendu, il me dit attention, il y a des champs dans ma structure qui ne sont pas utilisés. On se rappelle que là, je ne suis pas en debug. Et du coup, il faudrait que je rajoute ça pour enlever ce petit warning. Le warning ne nous intéresse pas trop. Ici, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Je vais juste faire un CTRL L pour pouvoir le relancer et que ça soit un peu plus haut. Voilà, ici, c'est ce qu'on a ici qui nous intéresse. Donc là, on voit qu'il y a mon user1 s'appelle Kevin et il s'est connecté une fois. Il a bien repris l'ensemble des infos qu'on avait dans ma structure, d'accord, qu'on a défini ici. Donc, Kevin là et 1 ici. Ok, très bien. Il y a une autre manière de créer une structure, on va le voir ici, ça va être en créant un second utilisateur. Mais on ne veut pas remplir tous les champs parce que potentiellement, j'ai des champs par défaut. Typiquement, si je crée un utilisateur qui soit actif quand il est créé et qu'il se connecte au moins une fois quand il est créé, ça me paraît logique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un user2 ici. Je vais lui mettre encore une fois le type qui est user et je vais définir ma structure par défaut. Sauf que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien défini mon name, il s'appelle Jean, d'accord? D'ailleurs, je peux le changer et je vais mettre Valentin. Et son password, c'est le best. Très bien. Ici, on voit que par contre, j'ai fait 2 points user1. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Rust est très intelligent, encore une fois, et donc il va comprendre que c'est un type user et que je lui dis de prendre une autre variable du type user et de copier, attention, c'est important, de copier les values. Et donc ici, je vais copier active et singing count parce qu'ils ne sont pas définis là. D'accord? Si je n'avais pas défini password, le password serait aussi copié. Ok, du coup, je vais simplement décommenter mon println. Println, encore une fois, ça affiche avec un retour à la ligne. Je le rappelle parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la première et la deuxième vidéo. Retournez les voir, elles sont cool. Et donc là, je vais avoir mon user2 s'appelle exactement la même string, sauf que ici, je ferai user2.name, user2.singingCount. Ok. Donc là, on voit que j'ai mis 1 ici, hein, on se souvient. Et là, je ne l'ai pas défini. Je n'ai pas défini active non plus. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais le réexécuter? On se souvient qu'ArgoRun fait une compilation. D'accord? Et donc, si je le réexécute, il va recompiler et lancer mon code. Donc là, c'est ce qu'il fait. Et on voit qu'il fait mon user1 s'appelle Kevin, mon user2 s'appelle Valentin. Et les deux se sont connectés une fois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a récupéré la variable depuis user1. D'accord? C'est vraiment ce 2.user1 qui va chercher en fait les champs qui me manquent parce qu'il reconnaît que c'est les mêmes types de structures et qui va copier en fait les values qui me manquent. Donc là pour active et singing count.
Okay, si je ne les avais pas définis, par contre, on voit que déjà, il me le met ici l'erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je les exécute, là, on voit qu'il me dit attention, active et singing count, ils sont missing. Tu dois les déclarer pour que ça fonctionne. Okay, encore une fois, hein, toujours aussi pratique, Rust nous permet de définir les erreurs en faisant Rust c'est explain. Et là, ils nous définissent vraiment comment on définit une structure et comment on l'utilise. D'accord, là, il me dit clairement, bah, voilà, là, il manque le champ Y. Et là, c'est OK. OK, donc là, on se souvient qu'il va falloir que je le fasse. Donc, on va reprendre le code qu'on avait juste à l'instant, le 2.user. Très bien. Donc, si je le réexécute, hop, parfait. Hop, pas d'erreur. On a juste des warnings parce qu'on a certains points qu'on n'utilise pas. Et là, je vais faire mon user 1 s'appelle Kevin, mon user 2 s'appelle Valentin. Très bien. Et ils se sont connectés tous les deux une fois. En orienté objet, en PO, on va avoir des constructeurs. Okay, et les constructeurs sont plutôt importants. Pourquoi? Parce que ça va nous donner la possibilité de construire par défaut un objet, d'accord, lui donner des valeurs par défaut. Ici, je disais que c'était true et 1. Bon, là, pour l'exemple, on va mettre 42. Et ici, on va le passer à false. Très bien. Ici, on voit que je fais un user constructeur. Je lui précise deux paramètres, name et password. Et les restants, je les déclare par défaut. Ici, on se souvient, dans les fonctions Rust, on n'a pas besoin de faire return. Quand c'est la dernière ligne de notre programme, Rust l'interprète déjà comme un return, donc on n'a pas besoin de le définir. D'accord, je n'ai pas besoin de l'écrire. Là, c'est comme si j'avais écrit return user. Là, on voit bien que je renvoie un utilisateur, d'accord, et que ma fonction s'appelle user constructor. Encore une fois, pour définir une fonction, fn, le nom de ma fonction, les paramètres qu'elle prend, flèche, le type de retour qu'elle envoie. Et donc là, je vais créer un user 3, comme tout à l'heure, et je vais faire CTRL KU pour le définir. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, je vais décommenter et on va voir directement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah, tu me renvoies mon utilisateur et ici, j'appelle ma méthode. Donc, je fais user constructeur, mon name ici, ça sera tutu et mon password sera toto. D'accord? Donc, il va les définir, il va les récupérer à cet endroit-là et il va les attribuer à ma structure que je renvoie. D'accord? Sauf que par défaut, je lui rentre active à false et singing count à 42. Donc si je exécute ce code, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, comme tout à l'heure, pas de souci, je vais avoir ma troisième ligne qui s'affiche et je vais avoir mon user 3 s'appelle tutu et il s'est connecté 42 fois. Ok, donc ça me permet de voir que effectivement mon initialisation, ma méthode fonctionne bien, ma fonction fonctionne bien. Attention, ce n'est pas une méthode parce qu'elle n'appartient pas à ma classe. Ok, très bien. Donc là, c'est à peu près tout ce qu'on a à voir sur les structures. Je vais pouvoir définir tout un tas de structures. Hein. Je vais pouvoir par exemple définir rectangle qui prend largeur et hauteur. Okay. Des int, on se souvient, en Rust, on a plein de int différents. D'accord. Je vais pouvoir, si je tape U, on voit U128, U16, U32, U64, U8. Moi, je vais rester sur du U64, c'est celui par défaut. Et donc là, je vais, pareil, encore une fois, pour définir ma structure, je vais mettre let rect, deux points rectangle, pour lui définir son type, égal. Et là, en gros, c'est comme si je crée un nouveau rectangle avec une weight et une height, donc une largeur et une hauteur. OK. Sauf que là, on va voir comment on les prend en paramètres. Alors, comment on prend en paramètre une structure? Ça, c'est important. Étant donné que c'est un objet, entre guillemets, étant donné qu'il est en fait, avec une allocation dynamique, la structure, je vais devoir lui passer une référence. On se souvient, les références, c'est système de pointeurs et de références qu'on verra vraiment totalement à part dans une vidéo parce que ça va vraiment nous prendre du temps d'expliquer tout ça. Ça va nous demander d'expliquer la stack, ça va nous demander d'expliquer la heap, ça va nous demander c'est quoi la différence entre un pointeur et une référence, c'est quoi une référence obsolète, etc., etc. Pour l'instant, retenez simplement que je vais lui dire, je prends un paramètre qui s'appelle rect et il est du type référence à un rectangle. Ok, souvenez-vous ça, et je renvoie un U64 qui correspond à la largeur fois la hauteur. Ok, ici, bah, je vais simplement l'appeler cette méthode, donc area of rect égale crochet là qui veut dire bah, en fait tu vas me récupérer la value qui m'est renvoyée ici. Donc là j'appelle ma méthode et je lui passe le rectangle que je viens de créer qui s'appelle rect. Ok, ouais, je sais pas si je l'ai bien écrit. Si, c'est bon. Ok. Du coup, bah, on va exécuter ça. Ce que je vous propose, c'est de laisser les prints un peu cachés. Cassés, voilà, excusez-moi. Et d'exécuter rapidement ce code-là
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme tout à l'heure, très bien, il va me dire ton area est de 1500. Hauteur fois largeur. Très bien, 30 fois 50, ça fait bien 1005. Parfait. Ok, du coup, ça c'est vraiment le principe de base des structures. D'accord? Hop, excusez-moi, je cherche le PPT. Voilà. Ça, c'est vraiment le principe de base des structures qui vous permet de créer votre propre type de variable. Ok, vous allez pouvoir en fait définir son nom et à l'intérieur, l'ensemble des types qui la composent, l'ensemble des champs qui la composent. Pour l'utilisateur, c'était username, password, combien de fois il s'était connecté et s'il était actif ou non. Pour mon rectangle, c'était sa largeur et sa hauteur. Il faut savoir que vous pouvez prendre des vecteurs à l'intérieur, des listes et j'en passe. Ok, vous pouvez vraiment prendre n'importe quel type de réexistant de base et dans une structure, vous pouvez même prendre une autre structure. Donc vous pouvez vraiment créer votre propre type en fonction de vos réels besoins. Mais on dit qu'on fait de la programmation orientée objet. Et actuellement, je n'ai toujours pas codé une fonction qui appartient uniquement à ma structure. Et ça, Rust l'a prévu. C'est avec le mot-clé, excusez-moi. Ça, Rust l'a prévu, c'est avec le mot-clé implement. Ok, c'est la première méthode d'une classe réelle qu'on peut voir dans les autres langages. Rust, c'est avec le mot-clé implement. Et donc ça, on va le voir tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de reprendre le code qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'aller dans des mains, je vais partir d'un truc vide. Alors, hop, je vais juste prendre ma structure user, typiquement, ma structure rectangle. Très bien. Hop, je vais revenir dans démo 2. C'est des Rust, excusez-moi. Slash épisode. Épisode 3, voilà. Contrôle. C'est des démo 2. Et là, c'est un projet vide. D'accord? Ok. Je vais faire un code.slash. Et là, on va voir tout de suite, c'est un projet totalement vide. Ok. Dedans, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a juste mon main.rs. Très bien, c'est le Rust par défaut qui le crée. Là, j'ai copié ma struct rectangle. Ok. Sauf que tout à l'heure, j'avais ma fonction area. Ok. Qui me permettait de calculer l'area de mon rectangle. Ok. Sauf que on avait défini tout à l'heure que je ne créais pas réellement en fait une méthode parce que c'est une fonction que tout le monde peut appeler. Donc comment je fais? Je vais utiliser le mot-clé implement, je vais mettre rectangle, d'accord? Et à l'intérieur, je vais aller simplement copier-coller ma fonction. Ok. Et là, on va voir un mot-clé incroyablement pratique en Rust. Alors, tout à l'heure, on se souvient, je prenais une référence à un rectangle. Sauf que je peux directement prendre le self. Voilà. Et là, ça va pouvoir me permettre de faire self. Et self. Ici. Ok. Dans mon main, comme tout à l'heure, je vais aller donc déclarer ma structure, donc let's rect 1 par exemple, et je vais pouvoir lui dire, ok, tu me fais du type rectangle, de point égal, et là je vais mettre simplement rectangle et définir directement ma structure. Donc width, on va mettre comme tout à l'heure 30, ici on va mettre 50. Ok, on n'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne, c'est obligatoire en Rust. Ok. Une fois que c'est fait, eh bien, comment je fais pour afficher? Donc, je vais faire un println, comme tout à l'heure. Je vais mettre mon ner égale tac, et on va mettre simplement ça. Et là, je vais faire un truc magique qui est rect. D'accord? Rect1.area. Et là, j'ai rien à lui passer en paramètre parce que le mot-clé self, je vais l'expliquer juste après, mais en fait, il correspond à la structure elle-même. D'accord? C'est elle-même, vous l'avez sûrement déjà vu, notamment en Python, qui vous permet de dire que lui-même est de récupérer en elle-même la structure dans laquelle vous êtes. Donc, notamment les champs que vous avez prédéclarés. Je vais mettre mon point virgule pour ne pas avoir de problème. Et donc là, on va démarrer et tout de suite, on va voir un truc un peu sympa. Si je fais un cargo run, on voit qu'il a calculé mon R et que j'ai implémenté ma fonction. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'appeler cette fonction en dehors? D'accord? Si j'essayais d'appeler area ici et que je faisais directement, par exemple, adresse de rect1, ça ne fonctionnerait plus. Pourquoi? Parce que area est une fonction implémentée dans rectangle. Okay, et donc pour y accéder, je vais devoir créer d'abord un objet, encore une fois, au sens de Rust, du type rectangle, et faire un point pour appeler ma fonction. Donc là, si je refais un cargo run, on voit que j'ai une erreur. Il me dit « Not found in escape ».
Donc, en gros, je ne le trouve pas dans le scope actuel où tu te trouves. Attention, la méthode area est sur rectangle. Et donc, peut-être que tu veux faire plutôt rect1 area. Et donc là, on voit qu'effectivement, je vais être obligé de faire rect1.area. OK? Et là, je ne lui passe rien en paramètres. OK. Et donc là, ça va fonctionner sans problème. On l'a vu tout à l'heure. Parfait. Et donc là, on a bien mon R égale 1500. Bon, ça, c'est vraiment la base de Rust. OK, on va plus avoir besoin de ça pour l'instant. Désolé, je nettoie un peu mon bureau pour que ça soit un peu plus clair pour vous par la suite. OK, donc le mot-clé implémentation en Rust vous permet de créer en fait des fonctions qui n'appartiennent qu'à une structure en particulier. Là, dans mon exemple, c'était rectangle. Mais comme je vous l'ai dit, Rust, il n'a pas d'héritage. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Je vous ai dit que la PO selon Rust était un peu particulière. Qu'est-ce qui manque à Rust? C'est de l'héritage. Pourquoi? Rust considère que l'héritage n'est pas utile, en tout cas qui n'est pas pratique aujourd'hui. Parce qu'il vous demande parfois d'hériter de fonctions, de méthodes de la classe parente dont vous ne voulez pas, ou de réimplémenter des choses que vous ne voulez pas réimplémenter. Alors pour ça, Rust, il a prévu quelque chose. Il s'est dit, OK, quelles fonctionnalités de la PO sont vraiment utiles? Le premier, c'est le polymorphisme. Alors, on en reparlera dans une vidéo à part parce que ça, c'est vraiment particulier, en Rust, plus précisément. Et le second, c'est le fait d'hériter, d'éviter, avec l'héritage, de récupérer et de réécrire du code. L'héritage, l'intérêt d'un héritage, c'est que typiquement, si dans ma maison, dans l'exemple de ma classe tout à l'heure, bâtiment, j'avais une méthode créée, d'accord, et qui m'a renvoyé mon bâtiment correctement initialisé, je n'ai pas forcément envie de le réécrire pour ma classe maison qui hérite de bâtiment. Typiquement, si j'ai une méthode getFenêtre de mon bâtiment, qui va récupérer en fait le nombre de fenêtres de mon bâtiment, sa classe enfante qui est maison, qui hérite du coup de bâtiment, j'ai pas envie de recoder cette méthode-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est inutile. J'en ai pas besoin, d'accord? Elle est déjà codée, ça serait une perte de temps de réécrire du code. Okay, si par contre sa fonctionnalité change, d'accord, le code est amené à changer, je vais simplement faire ce qu'on appelle une réimplémentation de ma méthode. Okay, et ben Rust ça le prévoit, on va le voir tout de suite. Donc là, comme tout à l'heure, je vais ouvrir le dossier démo 3, d'accord. Je vais faire simplement cd démo 3 et je vais l'ouvrir avec code. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Très très simple, rien de très compliqué. Ici, là, je vous apprends déjà une bonne pratique de Rust. Il faut savoir que les structures, et notamment quand on s'est amené à faire des implémentations, d'accord, donc vraiment les utiliser comme des classes, on va les mettre dans un truc qui s'appelle lib.rc, qui est la représentation de Rust d'une lib externe. Okay, là, c'est ma lib que j'ai créée, donc je l'appelle lib.rc. La seule chose qui change par rapport à mes structures tout à l'heure, c'est que j'ajoute le pub devant pour pouvoir l'appeler dans mon main. Okay, dans un fichier externe, d'accord, dans un code qui est externe à ce fichier-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, très très simple. D'abord, je vais implémenter ce qu'on appelle ma structure tweet, d'accord, qui contient les champs username, content, reply et retweet. Derrière, j'ai implémenté ma structure article qui a des champs différents qui sont auteur, headline et content. Okay, c'est deux classes qui se ressemblent, okay, c'est deux structures qui se ressemblent. Si on était en PO classique, ça serait deux classes qui se ressemblent et sûrement qui hériteraient du même parent. Ici, je vais essayer de faire ce système d'héritage de fonctionnalités, de méthodes, avec ce qu'on appelle un trait. Un trait, il faut savoir qu'au sens de Rust, c'est quelque chose qui va pouvoir être réutilisé dans tout. C'est un peu ce qu'on appelle un générique. Okay, on reverra plus en détail parce que les traits, c'est vraiment particulier. Là, on le voit simplement au sens des structures. Donc là, je vais faire un pub trait, je vais créer un trait qui s'appelle summary, qui me permet en fait de créer une fonction qui s'appelle summarize. Okay, dans cette fonction-là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, très simple, je vais simplement renvoyer une string et prendre ma structure en elle-même. Okay, mais là, on voit qu'il n'y a pas de structure qui lui sont associées. Étant donné que c'est un trait, je ne vais pas lui associer de structure. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que pour ma démo de base, je vais implémenter summary pour tweets et pour articles. D'accord, donc là, je n'ai pas de valeur par défaut pour cette fonction-là. D'accord, je n'ai pas de code par défaut. Donc, je suis obligé de l'implémenter. Donc là, je vais faire implément summary for, et ce mot-clé est important, pour ma structure tweet et de la même manière pour ma structure article. Okay,
Derrière, je vais redéfinir la même fonction, d'accord? Ici, elle s'appelle summarize, donc je vais devoir lui donner le même nom, le même prototype, pour être plus précis, donc self à l'intérieur, et elle renvoie forcément une string. Sauf que là, on voit que je définis le code. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais lui faire un format qui me permet en fait de formater une string et de la renvoyer. Et dedans, je vais lui dire, bah, mon contenu a été fait par, donc le by ici, self.username. Et ici, on voit que j'utilise username parce que c'est ce que j'ai dans ma structure tweet. Par contre, là, dans article, on voit que je fais self-content. Ça ne change pas. Par contre, je fais self.auteur parce que cette fois, il n'a pas le champ username, il a le champ auteur. Donc là, de manière très classique, je réimplémente en fait les deux méthodes summarize en réécrivant leur code. Ok, je suis obligé de les réimplémenter. Donc ça, c'est vraiment le guidage qu'on peut avoir dans l'héritage classique. D'accord, je suis obligé d'implémenter une méthode parente qui n'est pas définie. Là, c'est le même principe, sauf que j'utilise ce qu'on appelle un trait. Et là, dans ma main, du coup, je vais définir un tweet, je vais définir un article. Donc, le tweet est écrit par Kevin et il dit simplement Hello World. Il n'a pas de reply, il n'a pas de retweet. Ici, mon auteur, ça va être Valentin. Et il va dire Hello from Dark Side. Et le contenu, ça sera The Sky is Dark. OK? Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais faire un println, tweet summary et article summary. Et là, je vais directement appeler ma méthode. On voit que je n'ai pas fait implémenter une méthode directement en faisant comme tout à l'heure, donc implement, tweet, d'accord? Et là, j'aurais pu créer une méthode fn coucou avec à l'intérieur self, d'accord? Et mettre simplement println, tac, hello, from, et juste tac, virgule, self.username. Voilà. Ça, je ne l'ai pas fait, d'accord? Là, je lui ai simplement dit, tu m'implémentes summary. Tu es obligé de m'implémenter mon trait, d'accord? Il faut voir ça comme une classe de guidage, d'accord? C'est ce qui va me permettre de guider mes autres structures. Ok, donc il faut voir ça comme une interface. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à trouver le mot. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, très simple, je définis mon Twitter, je définis mon article, ok, et je vais faire un tweet.summarize. Pourquoi? Parce que j'ai implémenté mon trait et que je suis obligé de redéfinir mon summarize. Donc là, si je le lance, qu'est-ce qui va se passer? Cargo run. Donc là, on voit que bon, ma fonction coucou n'est pas utilisée, d'accord? Par contre, on voit que mon tweet et mon article summary a bien fonctionné. Donc là, Hello World by Kevin et The Sky is Dark by Valentin. Okay, donc ça a bien fonctionné comme je le souhaitais. Mais un autre point de la PO, c'est d'avoir des méthodes par défaut. Et là, je n'en ai pas, d'accord? Je n'en ai pas et c'est problématique. Donc comment je vais faire? Eh bien, dans mon trait summary, qu'est-ce qui va se passer? En fait, je vais le définir. Parce que jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas défini. Donc là, je vais le définir. Je vais mettre format. Je n'ai même pas besoin. Je vais simplement faire un string. From. Tac. Et là, je vais lui mettre default value. OK, pour notre exemple. Default value. Tac, tac, tac. By Etna. Très bien. Ici, c'est simplement ce que je vais faire. Et donc là, hop, petite erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Found string. Ouais, c'est logique normalement. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai pas besoin de mon point virgule. Voilà. Encore une fois, là, ça fait office de return. C'est-à-dire que c'est comme si j'écrivais return point virgule ici. D'accord? Sauf que Rust n'est pas vraiment pour et il nous dit dans les bonnes pratiques de ne pas mettre le mot-clé return en dernière ligne et pas de point virgule. Donc là, je n'en mets pas. Donc là, je la définis par défaut. Et pour article, bah, je vais simplement aller retirer la redéfinition de summarize, de ma fonction summarize, de ma méthode au sens PO. Si je le réexécute, donc là, elle n'est plus définie, donc je devrais avoir une erreur. Sauf que grâce au trait, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Elle va fonctionner quand même. Sauf que là, on voit que j'ai default value by Etna. Et donc, nickel, j'ai vraiment une partie du PO qui est l'héritage de différentes méthodes pour éviter la réécriture de code et notamment avoir du code par défaut. Et donc ça, on le fait avec les traits. Les traits, il faut les voir dans cet exemple-là, dans ce cas-là, comme des interfaces qui sont suivies par nos structures. D'accord? Je peux vous montrer un dernier truc rapidement. Dans ma structure, ici, je vais pouvoir en fait rajouter une autre fonction. Donc là, on voit que je lui donne une valeur par défaut. Par contre, je vais lui mettre un fn get username, d'accord? Hop, on va l'appeler comme ça, username. Ici, je vais lui mettre self et je vais renvoyer une string. Tac, string, tac. Et je vais simplement lui mettre un point virgule. Donc là, je ne la définis pas, mais on va voir tout l'intérêt.
Je vais devoir la définir par contre dans mes implement summary. On voit que là j'ai une erreur directement parce qu'il me dit tu n'as pas implémenté une méthode qui n'a pas de valeur par défaut. Donc là je vais l'implémenter et je vais simplement renvoyer self author. D'accord. De la même manière, ici je vais être obligé de la redéfinir aussi. Donc je la redéfinis obligatoirement vu qu'elle n'est pas définie. Je n'ai pas de valeur par défaut ici, hein, on le voit. Je n'ai pas de code par défaut et donc là je vais mettre self.username. D'accord. Et à l'inverse, du coup, dans mon summarize, par défaut, je vais mettre default value by, et donc là, comme tout à l'heure, hop, j'ai utilisé cette fois-ci un format, parce que je suis bien obligé, parce que je fais du formatage de string. Tac, je vais utiliser, donc, comme tout à l'heure, et là, je vais mettre self, je vais clairement utiliser simplement get username. Voilà. Self.getUsername qui va appeler ma méthode ici. Je ne l'ai pas définie, mais vu que je l'ai définie dans mes traits, il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai encore fait l'erreur de mettre un point virgule là. Pourquoi il me dit non? Self.author would be shared as string which do copy. Ouais, ok. Point copy. Yep. Tac. Non, c'est juste que là, il va falloir que je retourne en ça. Voilà. Tac, et ici, ça. Donc là, je vais juste mettre le et commercial. Non, je me suis gouré. Excusez-moi. Hop, au pire, ça sera coupé au montage. Normalement, j'ai bien un point copie qui existe. Non, il veut pas. Tac. Ok, j'ai pas d'erreur. C'est bizarre. J'ai dû faire une connerie quelque part. Ok. Alors là, il me le dit. Self-username.copy. Sauf que c'est logique, du coup. .clone. Voilà, ok. Oui, c'est bien ça. C'est bien le point clone qu'il faut que je fasse. Hop. Tac. Ok. Du coup, ici, ça va me créer ma string et on va voir que je vais récupérer mon username. Le code de mon name n'a pas changé, c'est-à-dire que ici, je n'ai toujours pas redéfini summarize dans article, d'accord. Et pourtant, je l'appelle toujours ici. Donc là, qu'est-ce qui va se passer quand je vais exécuter ce code-là? Cargo run, ici je le défends, et là, on voit default value bar Valentin. Ok. Alors, je me suis juste gouré, j'ai mis Valention. Je vais remettre Valentin. Voilà. Et là, on voit que j'ai bien default value by Valentin. Et c'est comme ça qu'on fait en fait des traits qui vont aller récupérer des informations depuis notre classe. Ok. En fait, on va faire des méthodes par défaut. Et si j'ai besoin, par exemple, de récupérer le username, je vais faire un trait, donc une fonction de mon trait qui n'a pas de value par défaut. D'accord. Donc ici getUsername pour aller récupérer mon username, obliger mon utilisateur quand il va implémenter son implémentation de mon trait à le redéfinir, d'accord. Comme ça va pouvoir me permettre de récupérer des infos de la classe. Pourquoi? Parce que ici je n'ai aucune idée, d'accord, de ce que j'utilise. Donc là typiquement si j'avais fait self.auteur, ça n'aurait pas fonctionné. Pourquoi? Parce que dans mon trait ici, il ne fait partie d'aucune structure et donc je ne peux pas faire ça. Ok. Parfait. Du coup, on arrive au dernier point, qui est donc l'héritage en Rust, on l'a vu. On va passer à la conclusion. Donc, comme vous pouvez le voir, l'orienté objet en Rust, il est un peu pratique. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir définir nos propres types de variables. Ça, c'est cool. On va pouvoir réutiliser du code et obliger l'utilisateur à définir des fonctions ou à avoir des fonctions par défaut. Et ça, c'est méga cool. D'accord. Et on verra le polymorphisme dans une prochaine vidéo parce que sinon la vidéo durerait très très longtemps et c'est pas ce qu'on veut. Je vous remercie, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de l'Etna, d'accord, donc etna.io sur YouTube, de vous abonner pour avoir la liste des vidéos, de liker et de commenter. Je vous remercie, c'était Kevin et je vous dis à une prochaine fois. À plus tard.